Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur la 208 si vous nous rejoignez sur nos différents canaux. Vous suivez le premier numéro de votre nouvelle émission Entre des News, émission d'analyse et de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Désormais, du lundi au jeudi à partir de 20h15, retrouvez votre émission Entre des News sur les antennes de Reflet TV. Entre des News est un talk show qui vous fera en 70 minutes des analyses et décryptages de l'actualité. Et dans cette émission, vous aurez droit à deux rubriques, le carton rouge et le chiffre du jour. Dans le carton rouge, chaque jour, nos consultants feront un coup de gueule sur des sujets qui font l'actualité. Et puis dans le chiffre du jour, un chiffre sera à l'honneur en rapport avec l'actualité d'ici et d'ailleurs. Pour ce faire, je reçois deux consultants en plateau, Pulchérik Balé, présidente d'Alternative citoyenne ivoirienne. Pulchérik Balé, bonsoir. Bonsoir, Sidi. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci à vous aussi. Et un second invité, honorable Baudon Yapo, député suppléant RHDP. Bonsoir. Bonsoir, Sidi. Merci également d'avoir honoré cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, dans cette émission, dans ce premier numéro, nous parlerons de trois sujets d'actualité ivoirienne. Il s'agit bien sûr des sujets que vous connaissez très bien, notamment l'affaire de l'abattoir de Port-Boué qui s'est désormais délocalisé vers un nouveau site dans la commune d'Adjamé. Et puis nous parlerons également de sujets sur le nouveau code pénal ivoirien qui pose problème pour certains analystes ivoiriens. Et puis il y aura également un sujet autour des USA qui suspendent, selon nos confrères des médias, leur aide pour la construction d'une voie à Abidjan. Merci de vous installer. Nous revenons juste après ceci. Jingle. Place maintenant au premier sujet. Il s'agit bien sûr du nouveau code pénal ivoirien. Est-ce que ce code pénal pose-t-il problème? Je rappelle que l'article 185 nouveau stipule est puni de peine prévue à l'article 184 alinéa 2, quiconque par l'un des moyens visés au dit article 1. Fait l'apologie des crimes, de destruction d'édifices, de vol, des infractions contre le droit des gens et des infractions prévues au chapitre 1 et 2 du présent titre. Et dans l'alinéa 2, bien sûr, lance des appels au public dans le dessein de faire désapprouver l'autorité et de provoquer la solidarité avec un ou plusieurs condamnés pour l'une des infractions prévues par l'article précédent ou par l'alinéa premier du présent article et est puni des mêmes peines quiconque organise des collectes en vue du paiement, voilà, des condamnations pécuniaires prononcées par l'une de ces infractions. Pulchérik Balé, quelle lecture faites-vous de cette nouvelle disposition? Merci beaucoup. Avant de faire une lecture de cette nouvelle disposition, il faut préciser quelque chose d'important. On a eu, c'est la veille de chaque élection que bizarrement, les modifications du code pénal sont constatées. Déjà avant 2020, en juin, et toujours le mois de juin, en juin 2019, le code pénal avait déjà été modifié. Et il y a eu dans ces modifications un aspect qui concerne les libertés. C'est-à-dire dans l'ancien code pénal, des articles 196 à 199, on soumet les manifestations à autorisation, ce qui est en contradiction avec notre Constitution. Parce que dans l'article 20 de notre Constitution, on nous dit que nous avons la liberté d'association, de réunion et de manifestation pacifique. Et donc, quand dans le code pénal, on nous dit qu'il est désormais soumis à autorisation, puisqu'il y a une interdiction qui est prononcée dans ces articles-là, particulièrement l'article 196, il y a un problème. Et ça s'est fait avant l'élection de 2020. Là, maintenant, l'élection de 2025 arrive, on fait encore une modification du code pénal et on constate une modification au niveau de l'article 85. Modifier un texte de loi en lui-même n'est pas un problème. C'est tout ce qui est derrière qui constitue le problème. Qu'est-ce qui est derrière donc? Pour ce qui concerne l'article 185, l'alinéa 1 n'est pas un problème parce que, et puis bon, il faut préciser aussi que ce n'est pas un nouvel article en tant que tel. Il a juste été modifié, il existait avant. Et la modification se situe au niveau de l'alinéa 1 où, à la place de crime de meurtre,
on a mis crime tout court. Donc, on a élargi les infractions qui s'appliquent à cet article. Et donc, désormais, ce n'est plus le meurtre, ça peut être le vol et tout, puisque dans l'article 184, on cite toutes les infractions qui sont concernées. C'est au niveau de l'article, l'alinéa 2, qu'il y a problème. Et le problème, c'est dans le cadre toujours du respect de la liberté de penser et de la liberté d'expression. Puisque l'alinéa 2 nous dit qu'on ne peut pas lancer des appels publics pour soutenir quelqu'un qui a été condamné de toutes les infractions qui ont été citées. Mais en même temps, si on tient compte du fait que c'est cumulatif, donc dans l'article 1, on parle de l'apologie, ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel crime. Il faut que ce soit l'apologie d'abord. Donc, si on lance un appel et qu'on n'a pas fait d'apologie d'un crime quelconque en lançant l'appel, dans ce cas, il y a un problème dans cet article-là parce qu'on ne précise pas, même si c'est cumulatif, on ne précise pas que c'est en lien avec l'apologie. Je le dis parce que l'avocat du RHDP lui-même sur une autre antenne a dit que, par exemple, si des militants du président Laurent Gbagbo, qui est accusé de braquage, se lèvent pour manifester, ils seront sous le coup de cet article. Okay, alors qu'il y a une nuance entre défendre, exprimer sa désapprobation face à une décision de justice et faire l'apologie d'un crime. Donc, si les militants du président Laurent Gbagbo ne disent pas « c'est bien de faire le braquage, c'est très bien, on ne comprend pas pourquoi on peut condamner un braquage », là, il y a problème. Mais s'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la condamnation de leur leader, dans ce cas, ils ne devraient pas être sous le coup de cet article. Maintenant, le dernier point qui est très important, c'est qu'on dit qu'on ne peut pas faire de collecte pour payer la condamnation pécuniaire d'un condamné. Bon, quelqu'un qui est condamné, il a une famille, il a des amis, et donc ça ne devrait pas être un problème que de collecter de l'argent pour payer son amende s'il n'a pas les moyens de le faire. Donc là, c'est une atteinte aussi aux libertés parce qu'on devrait être libre d'aider qui on veut. Alors, honorable Baudouin Yapo, Pulchérik Balé parle d'une atteinte aux libertés. Quel est votre commentaire sur non, il n'en est pas question. On ne pourra pas ici parler d'atteinte aux libertés. D'abord, il faut rappeler que cette révision du code pénal, généralement, intervient dans l'exercice parlementaire. Et puis, toujours, quand c'est nécessaire, on révise le code pénal. Parce que tout à l'heure, il disait que c'est parce qu'il y a élection à venir, il y a une élection à venir quand on révise le code pénal, ça intervient. Et il n'y a pas que ce volet-là, il y a plusieurs questions. Récemment, il y a eu révision du code pénal à propos de la répression des violences domestiques. Voilà, donc il y a plusieurs sujets sur lesquels le code pénal est revu. À chaque fois que, effectivement, le gouvernement le trouve assez nécessaire. Mais, à propos de cette révision, nous parlons aussi du code pénal en son article 185. Un article qui existe, je ne dirais pas, cette disposition, puisque c'était l'article 175 dans l'ancien code, cette disposition existe depuis 1971. Donc vous voyez qu'elle est ancienne. Mais 1981. 1981, merci pour cette note. Alors, si aujourd'hui il y a donc une révision, c'est vrai que ça donne à interprétation parce que les concernés y trouvent certainement des particularités sur leur situation, sur leur comportement, sur leurs attitudes dans la vie politique. Parce que cette révision n'a concerné que l'extension de l'apologie de crimes. Puisqu'avant, on ne parlait que des crimes de maître. Mais aujourd'hui, on veut étendre donc l'apologie des crimes. Parce qu'il y a d'autres crimes qui peuvent être commis et dont l'apologie ne peut pas être sanctionnée.
Aujourd'hui, nous avons l'assassinat qui n'a pas été pris en compte, il y a le terrorisme à l'aide du terrorisme qui n'a pas été pris en compte. Donc, cette modification a fait en sorte que qu'on parle de crimes tout court, pour que, bien évidemment, tous les crimes qui peuvent être commis et dont l'apologie peut interpeller donc la justice, mais bien évidemment, on peut sanctionner. Donc pour vous, il n'y a aucun problème sur ce... Il n'y a aucun problème. Je répète, ceux qui trouvent en cet article un problème, c'est tellement qu'ils ont des attitudes, des comportements qui sont assez répréhensifs en matière d'apologie des crimes. Alors pour vous, qu'est-ce qui dérange donc l'opposition ivoirienne, l'opposition politique ivoirienne? Mais c'est la mauvaise foi tout court. Pour moi, c'est de la mauvaise foi parce que pour une loi qui existe depuis 1981, il y a eu donc le pouvoir Houphouët-Boigny, le pouvoir Bédié, le pouvoir Gbagbo. Donc il y a eu tous ceux aujourd'hui qui sont en même de contester cette modification, ont été au pouvoir, ils n'ont pas jugé donc utile de modifier ou bien de réviser, etc. Mais aujourd'hui, si le gouvernement trouve utile, parce qu'il y a d'autres crimes qui interviennent dans l'apologie, mais pourquoi est-ce qu'on veut faire de la politique avec, on veut faire de la manipulation autour de ces sujets? Donc c'est la mauvaise foi, il n'y a aucun sujet, il n'y a aucun problème à ce niveau. Plus cher Balé, est-ce que vous estimez que l'alinéa 2 de l'article 185 nouveau restreint considérablement la liberté d'expression et de manifestation, pilier essentiel de la démocratie en Côte d'Ivoire? Oui, effectivement. Avant de répondre à cette question, j'aimerais préciser que tout à l'heure, il disait que l'assassinat n'a pas été pris en compte, non? Avant, on avait dit crime de meurtre. L'assassinat, là, c'est un meurtre. Donc, c'était déjà pris en compte. Non. Maintenant, quand on dit... un meurtre n'est pas forcément un assassinat. Comment on appelle ça? Non, je veux faire noter qu'un meurtre n'est pas forcément un assassinat. Mais un assassinat est un meurtre. Oui, mais un meurtre n'est pas forcément un assassinat. À partir du moment... Non, mais il y a d'autres crimes. Il ne faut pas confondre les choses. J'ai dit... Quand on dit meurtre, l'assassinat est dans le meurtre. C'est tout. Je suis d'accord, mais il y a d'autres crimes. Voilà. Mais il y a d'autres crimes. Oui, il y a d'autres crimes. Il y a des crimes. Donc je reviens à votre question. C'est une restriction des libertés. Le viol n'a pas été pris en compte. Parce que... voilà, il faut faire noter cela. Quand on dit que des appels publics ne peuvent pas être lancés, il faut qu'on précise que c'est des appels publics qui font l'apologie d'un crime. C'est de ça qu'il s'agit. Je disais tout à l'heure que élargir la notion de crime, enlever meurtre pour élargir à tous les crimes, c'est tout à fait normal. Et parce que personne ne peut cautionner l'apologie d'un crime quelconque. C'est bien ce qui a été fait. Maintenant, il faut qu'on soit précis, parce qu'on a l'habitude de voir la justice ivoirienne faire des mauvaises interprétations qui débouchent sur des injustices. C'est pour cela que, même dans l'alinéa 2, parce que l'avocat du RHDP, bien que sachant que c'est cumulatif, a pris l'exemple du président Gbagbo. Pourquoi? Il a pris l'exemple du président Gbagbo parce que quand on élargit au vol qui est mentionné à l'article 184, alors que le braquage est un vol aggravé. Ça veut dire que ça devient maintenant, ça entre dans cet article 185. Mais les militants du président Gbagbo qui décide, par exemple, qui déciderait de manifester parce qu'on l'a condamné de braquage, on doit faire la nuance entre ce pourquoi il manifeste, entre la désapprobation de la décision et l'apologie du braquage. Ça fait deux choses. Si c'est des gens qui manifestent pour faire l'apologie du braquage, c'est normal qu'ils tombent sous le coup de l'article 485. Mais s'ils manifestent pour désapprouver une décision de justice, ce qui est de notre droit, l'article 19 de notre Constitution nous donne la liberté de penser et la liberté d'expression. Nous avons le droit de juger une décision de quelle autorité que ce soit. C'est notre droit. Et c'est parce que ce droit-là, il n'a pas à le condamner, il est anticonstitutionnel. C'est parce que ce droit-là est normal que quand on finit de juger quelqu'un au tribunal de première instance, il peut aller en appel, après il y a la cassation, parce qu'on peut donner son avis sur une décision. Il faut donc faire des recours pour pouvoir revoir cette loi, c'est ça? Absolument. Il faut préciser que les appels, le lancement d'appels publics là, est lié à l'apologie. Il faut que ce soit précisé. Parce que le fait que l'avocat du RHDP le dise comme ça, ça nous montre qu'un autre magistrat pourrait aller aussi dans ce sens. Même je prends mon exemple. Quand je lance
un appel pour le non au 3e mandat, c'est un appel pacifique. Maintenant, si pendant que la manifestation se passe, il y a des individus qui me posent des actes de violence, ce n'est pas de ma responsabilité, puisque la responsabilité en droit est individuelle. Okay. Voilà. Mais quand la justice n'est pas juste, on confond tout, on dit non, c'est parce que vous avez lancé l'appel qu'il y a violence. Donc vraiment, c'est le fait que la justice ivoirienne nous ait montré qu'elle est défaillante, qui fait qu'on se soucie quand il n'y a pas de précision, même pour la collecte. On dit de ne pas lancer de collecte. Moi, je peux faire une collecte privée dans ma famille pour soutenir un parent. Là, où est le problème qui est là? Merci plus, Chéri Balé. Honorable Baudouin Yapo, que répondrez-vous à ces Ivoiriens qui disent que cette nouvelle loi nous conduit donc vers la neutralisation des opinions contraires? Voilà, qu'est-ce que vous répondez? Alors, tout à l'heure, Mme Balé était en train de dire que cet article, comme l'avait dit Maître Abdoulaye Ben Meïté, député HDP, président de la commission des affaires générales institutionnelles, sous le contrôle de qui cette révision même avait été faite, que cela pouvait viser M. Gbagbo. Mais ce n'est pas faux. Ça peut viser M. Gbagbo. Parce que quand on parle de braquage aujourd'hui... Mais est-ce que cette nouvelle loi n'est pas prise à dessein? Non, pas du tout. Mais pourquoi cet exemple précis? Mais c'est un exemple précis, ça peut être exemple de toute autre chose. Ce n'est pas un exemple sous fond d'avertissement. Ça peut être un exemple de toute autre chose, parce que cet article n'est pas actuel. Nous avons fait qu'étendre la notion d'apologie des crimes. Mais madame, quand M. Gbagbo est accusé de braquage de la BCAO, et que ses partisans disent non, et que ça a été bien fait parce que en ce moment-là, il devait bénéficier de fonds pour faire quoi que ce soit, alors qu'il n'en avait pas la qualité, mais c'est fait de l'apologie. Ça veut dire que si demain, en pareille circonstance, tout individu à la tête du pays peut se le permettre. Mais non, c'est de l'apologie. Et ça, c'est puni. Mais pourquoi ils ont peur? Pourquoi ont-ils peur? Lorsqu'ils s'apprêtent aujourd'hui à faire des affaires publiques à manifestation, lorsqu'ils s'apprêtent aujourd'hui, alors que pour eux, M. Gbagbo doit être forcément réintégré sur la liste électorale, là où il y a une décision de justice qui l'exclut. Pour eux, la solution aujourd'hui, c'est de faire des appels à manifestation, etc. Mais pourquoi ils ont peur? Mais parce qu'ils ont des dessins funestes. Mais c'est ce que nous attendons de voir dans les prochains temps. Ce n'est pas une question de peur. Aujourd'hui, c'est une question de droit. S'il vous plaît, je reviendrai tout à l'heure. Aujourd'hui, allez-y plus, Chéri. Oui, je disais que ce n'est pas une question de peur. Il ne faut pas travestir les choses. Non, nous sommes en train de parler de notion de droit. Voilà. On dit de ne pas lancer d'appel à public pour soutenir des condamnés. On est d'accord avec ça. On est d'accord avec le fait aussi qu'on condamne l'apologie. Ce que nous disons, c'est qu'il serait bien que cet article-là soit nouveau ou pas par rapport au contexte actuel, qu'il soit précisé que ce soit des appels publics qui vont dans le sens de l'apologie du crime. Mais on ne le précise pas parce que dans le principe, c'est cumulatif. Mais quand celui-même qui a dirigé la commission et qui sait que c'est cumulatif et qui a affirmé que c'est cumulatif, ça va prendre un exemple qui n'a rien à voir avec ça. Quelqu'un qui lance un appel dans le sens de faire une apologie, il est sous le coup de la loi, il n'y a pas de problème. Mais pour désapprouver la décision de justice, ça, on peut le faire, et ce n'est pas une apologie. Une apologie. Êtes-vous d'accord que s'il n'y a pas de précision, cette réforme adoptée par l'Assemblée nationale vise clairement à réduire le silence de toute voix discordante et museler l'opposition ivoirienne? Ce débat s'est déroulé au sein de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, il y a qui là-bas? Au sein du Sénat. Et ces articles de loi et ce code électoral a été révisé et adopté. Voilà, mais vous dites qu'à l'Assemblée nationale, qui là-bas? Il y a les députés indépendants, il y a les députés de l'opposition, voilà. Ils sont minoritaires. Mais ils sont minoritaires, mais alors, oui, s'ils sont minoritaires, mais la majorité emporte. Oui, mais la majorité n'a pas toujours raison. C'est la démocratie. Oui, ah, oui, madame, mais on a le droit, nous, de donner notre avis sur ce que la majorité
décide. C'est de ça qu'il s'agit. Votre avis n'est toujours pas... Ok, merci bien. Nous allons faire, maintenant place au deuxième sujet de cette émission. District d'Abidjan, que deviennent les déguerpis des zones à risque. Vous le savez, il y a un peu de turbulence dans les relations entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Les autorités américaines ont décidé le mardi 11 juin 2024 de suspendre leur financement de la construction d'une voie rapide à Abidjan, dû au déguerpissement que nous décrypterons dans un instant. C'est une révélation des confrères d'Africa Intelligence démentie par le gouvernement ivoirien lors du Conseil des ministres mercredi dernier. Alors tout d'abord, la première question, Pulchérik Balé. Qu'est-ce qui a suscité la suspension du financement du projet de la rénovation du boulevard de la Paix entre Atekoubé et la commune du Plateau? Bon, franchement, je n'en sais rien. C'est une décision, c'est un financement américain, c'est eux qui peuvent le dire. Mais il est important de préciser que les normes ne sont pas respectées en matière de ces déguerpissements. Quelles sont ces normes? Normalement, déjà même dans notre Constitution, il est dit que quand on veut exproprier quelqu'un pour cause d'utilité publique, il doit être indemnisé préalablement. Et puis on parle d'une indemnisation juste et préalable. Le juste là, c'est par rapport à la valeur du bien qu'on détruit. Et le préalable, c'est-à-dire qu'il faut l'indemniser avant de le déplacer. Il se trouve que dans le cadre de tous les déguerpissements auxquels nous avons assisté depuis 2018 jusqu'en 2024, il n'y a pas eu d'information préalable, il n'y a pas eu d'indemnisation préalable, encore moins de sites de recasement. Et donc, les populations sont jetées à la rue en pleine saison pluvieuse, très souvent aussi, on ne sait pas pourquoi, en pleine année scolaire et surtout en pleine période d'examen scolaire. Et donc, nous pensons que dans tous ces déguerpissements-là, le district ne respecte pas les procédures en la matière. Honorable. Alors d'abord, il faut relever que la question des déguerpissements, de manière générale, répond à une politique publique. C'est-à-dire qu'on ne déguerpit pas parce qu'on en a l'envie. On déguerpit parce que cela répond à une nécessité de politique publique. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'assainissement, premier point, Abidjan qui est devenu cette mégapole respectée de partout, il n'est pas présentable que des bidonvilles, des quartiers précaires jonchent la ville. Avec toutes ces infrastructures de titans qui sont mises en œuvre ici à Abidjan, mais qu'est-ce que nous voulons d'Abidjan? Quelle vision nous avons d'Abidjan? Cette grande mégapole aujourd'hui qui fait fierté. Mais alors donc pour souci d'assainissement, mais aussi souci de redressement public. Aujourd'hui, ces quartiers précaires, ces bidonvilles sont installés sur des emprises, souvent sur des entrées publiques, sont installés sur le domaine public. Et ça fait donc l'anarchie qui a régné depuis tout le temps. Mais il faut qu'il y ait un État un jour quand même. Mais troisièmement, est-ce que je le dise, troisièmement, il y a aussi le souci de sauvegarde de la vie humaine. Je suis dit que depuis 2005, nous avons autour de 340 personnes décédées dans des inondations, dans des glissements de terre. Et il faut qu'il y ait un État qui soit sensible à toutes ces réalités. Alors là, donc, quand elle parle de sensibilisation, mais ça a toujours été fait. Elle parle d'indemnisation, ça a toujours été fait. Je suis dit, donnez des exemples. Moi, j'ai des exemples. Il y a des exemples dans ce reportage que je vous invite à suivre maintenant. Nous allons marquer une courte pause pour suivre ce reportage de la rédaction de Reflet TV. Depuis le début de l'année, plusieurs sites ont été déguerpis à Abidjan. De nombreuses familles se sont retrouvées sans domicile. Alors que nous sommes en pleine saison pluvieuse, certaines restent encore attachées à leur terre. Ils dorment sur les sites déguerpis et ce, dans les conditions très précaires. Jusque-là, aucune activité d'embellissement n'est encore entreprise sur certains sites à Abidjan. Notre reporter Clarisse Kanyala a sillonné quelques quartiers en Abidjan. On regarde. Que deviennent les sites déguerpis à Abidjan? Ici, c'est le site de Jesco dans la commune de Yopougon qui avait suscité plusieurs réactions lors de son déguerpissement le 19 février dernier. Cela fait maintenant près de 4 mois que certaines familles vivent sur ce site. Ces sans-abri dorment à la Belle Étoile.
ou encore sous des appartements de fortune dans des conditions précaires. Moi, je suis né ici en 85. On vit ici. Je peux dire, on ne connaît pas nos villages. C'est la cour que le vieux nous a laissée. Donc on ne sait pas où aller. On est là. C'est ici on dort. Devenir sans abri du jour au lendemain et dormir à la belle étoile en cette saison pluvieuse n'est pas chose aisée. Tu sais, il y a des gens qui dorment là. Donc en bas de Bata, c'est là-bas, on savoir. Tu sais, il y a les frères aussi qui ont mis la toiture sur leur maison. D'autres, il y a un côté qui n'est pas cassé. Donc quand il pleut, c'est là-bas, on s'en s'abriter. Mamadou, un ferronnier, continue d'exercer son métier sur ces sites. Pour lui, son quartier a été déguerpi par erreur. Il espère donc la reconstruction de sa maison. Lui, il dit que c'est une erreur. Quand il dit que c'est une erreur, bon, on ne sait pas. Même présentement, il n'a pas encore venu ramasser le grabat parce que c'est une erreur. C'est ça, lui, ils sont là à discuter avec la population comment on va faire ces côtés-là. Mais nous-mêmes, on sait qu'on ne peut pas nous revenir, mais quand même, il n'a qu'à venir nous situer comment on va, où on va partir, ou soit, si c'est pour nous donner de l'argent de faire quitter, c'est ça, on peut quitter. Sinon, nous-mêmes, on est encore là. On ne peut pas quitter comme ça aussi. Depuis le 29 mars 2024, 1402 personnes de Yopougon-Jesco, dont 1199 locataires et 203 propriétaires, ont reçu chacun 250 000 francs CFA en guise d'aide au relogement décidé par le gouvernement ivoirien. 250 000 de vous à moi, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec. Parce que moi, quand je suis arrivé la nuit, quand on m'a appelé là, je suis arrivé la nuit là, j'ai commencé à chercher une maison partout. Mes bagages étaient au dehors là. J'ai commencé à chercher une maison partout. La maison que un des amis de ma fille a trouvée à Songon là, quand je suis allé, on m'a dit c'est 200 000 par mois. Je dois donner 1 200 000 pour qu'on me donne les clés. Bon, à côté de ça, quand on me donne 250 000 pour m'aider à me reloger là, vous essayez de calculer un peu. Moi, chez moi à la maison là, nous sommes 15. Vous allez dire que tu as fait beaucoup d'enfants. Non. J'ai 3 enfants à la maison. Donc madame et moi, plus 3, ça fait 5, non? Les 10 autres là, c'est qui? Ce sont les enfants de mes petits frères défunts. Nous sommes sur la voie légale. Donc, nous ne pouvons pas bouger. Maintenant, nous sommes sur nos sites. Nous attendons que l'État vienne nous voir pour discuter, pour trouver une solution. Nous avons déposé des courriers partout, dans toutes les administrations, à la primature, à la présidence, à la mairie. Je pense que même au ministère comment on appelle, des infrastructures routières pour venir voir même si vraiment on avait un problème avec la route pour laquelle ils nous ont accusés, ils sont venus casser nos maisons. Mais rien de tout ça. Le déguerpissement des quartiers d'Abidjan a laissé plusieurs familles dans les rues. Dans la commune d'Adjamé, à Boribana, des déguerpis ont trouvé refuge sous les ponts, désormais sans abri. Des propriétaires de maisons à sans domicile fixe, ces déguerpis ne savent plus à quel saint se vouer. Pourtant, le déguerpissement est loin d'être terminé dans le district. Jusqu'à combien de sans-abri le déguerpissement va encore provoquer? La question reste posée. Retour en plateau, Pulchérik Balé, vous avez regardé ce reportage, votre commentaire? Je connais très bien le site. Avant de faire mon commentaire sur le reportage, j'aimerais préciser une chose. Une politique publique bien pensée ne fait pas de déguerpissement. Ils font ce qu'on appelle des déplacements involontaires de population. Dans le déguerpissement, il y a toute la sauvagerie qui va avec, qu'on a pu constater. Dans le déplacement involontaire de population, il y a une planification qui est faite. On sait qu'à telle période, on va déplacer les populations de tel quartier pour telle raison. On a fait des réunions avec ces populations, on leur a expliqué où elles vont, on leur a montré où elles vont, on les a indemnisées et ensuite on les déplace. On ne les déguerpit pas. Dans le déguerpissement, c'est la brutalité. Maintenant, les gens qui occupent le domaine public là, ils n'occupent pas le domaine public sans l'accord des autorités. Pourquoi nous disons cela? Il y a une responsabilité des autorités parce qu'il y en a qui payent pour occuper le domaine public. Même ceux qui ne payent pas, ils sont installés là, au vu et au su de toutes les autorités, ils payent des factures, ils payent des impôts, ils vont faire des campagnes là-bas, il y a tout. Donc, le problème n'est pas de déplacer quelqu'un pour une politique de développement. Mais le développement, là, il n'est pas fait pour détruire des vies.
Le problème, c'est la méthodologie. On ne déplace pas les gens pour les recenser après qu'ils soient partis. Et ça donne des listes frauduleuses. On ne déplace pas les gens pour trouver les solutions après. Les solutions, on les trouve avant, dans la négociation, et ensuite on déplace les gens. Donc, pour revenir à votre question par rapport à ce site il est mythique puisque c'est sur lui que vraiment il y a eu beaucoup de bruit. C'est un site d'abord qui n'a jamais été inondé. Donc, ce n'est pas une zone à risque. Les habitants qui sont là-bas, il y en a qui ont des ACD. Celui que vous avez entendu parler, M. Banan, tout à l'heure, il est président du collectif des propriétaires de cours là-bas. Ils ont des ACD. Donc, on nous parle de quoi quand on parle de zone à risque? Une zone à risque ne s'aménage pas, ne se lotit pas. Et le ministère de la Construction n'a pas été associé à cette action-là. Parce qu'eux, ils savent que c'est un site loti. On devait restructurer le quartier, mais pas le déguerpir. Donc, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de coordination dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Sinon, on n'aurait pas assisté à ces déguerpissements. Honorable, votre réaction sur ce reportage? Oui, on ne parle pas seulement que de zones à risque. On parle aussi d'occupation du domaine urbain. Mais bon, aujourd'hui, on veut tout justifier. Mais comment on veut faire de la politique. Aujourd'hui, on veut faire de la politique. On veut faire de la politique, de la manipulation autour de tout sujet qui intéresse la vie des honnêtes citoyens. Pour le cas de GESCO, mais c'est depuis 2018 qu'il y a eu donc de la sensibilisation, de l'information à l'endroit des concernés. Ils ne peuvent pas dire qu'étant là, ils ont été surpris. Ce n'est pas vrai, arrêtons de mentir. Mais lorsque cela a été fait, mais le gouvernement a pris donc des initiatives sociales. Un gouvernement responsable, il prend les initiatives, il donne les solutions avant de détruire la vie des gens. Mais c'est le district d'Abidjan qui l'a fait. Non, je dis que le district d'Abidjan, c'est une collectivité territoriale qui n'a rien à voir avec l'État. Mais c'est une structure étatique. Non, oui, je suis d'accord, mais c'est une collectivité territoriale qui avait donc ces initiatives. Bon, quand ça a été fait, quand le district autonome d'Abidjan, en tant que collectivité territoriale, pose l'acte, mais le gouvernement s'approprie. Le gouvernement a posé donc des actes très forts dans ce sens, des actes de solidarité très forts. Des actes très forts qui ne sont pas adaptés aux besoins des déguerpis. Quels sont ces besoins? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est moi qui pose des questions, honorable. Non, mais je vais terminer. Bon, allez-y, terminez. Voilà, mais qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Non, c'est moi qui pose des questions. Quand ils sont rendus sur le site pour pouvoir faire donc de la manipulation autour donc, de ces déguerpissements, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais là, on vous attend, Mme Balé. Pourquoi vous n'avez pas lancé une chaîne de solidarité à l'endroit des concernés? On a lancé, c'est vous qui suivez rien. Non. Qu'est-ce que vous avez fait de concret? Quand vous parlez de tous ces opposants qui sont... de l'activité du gouvernement, pas de moi, mais merci honorable. Chéri Balé, vous en tant que société civile, que faites-vous pour ces sans-voix afin que le droit soit respecté en Côte d'Ivoire? Nous, en tant que société civile, d'abord, on interpelle le gouvernement. Et c'est comme ça qu'il y a une ONG qui s'appelle Colombe Ivoire, qui est membre de notre collectif, parce qu'on a créé un collectif avec les groupes de déguerpis et 3 ONG. Il y a l'ONG Colombe Ivoire, il y a la mienne et il y a l'ONG de Mme Davis qui s'occupe des enfants, des élèves. Donc d'abord, on a organisé ces déguerpis-là pour mieux lutter pour leurs droits et pour mieux leur venir en aide. Ensuite, on a écrit aux autorités. Malheureusement, dans l'administration ivoirienne, très peu savent que quand on écrit là, on répond. Quelle que soit la réponse là, on répond. Il n'y a que le ministère de la Solidarité et celui de la Construction qui nous ont répondu, mais ils disent que ce n'est pas eux qui décident. Donc, on écrit aux autorités, on sensibilise l'opinion, on fait des appels pour venir en aide à ces déguerpis là, mais surtout, on essaie d'aider même le gouvernement à corriger ses erreurs. Le 22 février, le district a publié une liste de 176 sites. Et après le cas de GESCO, quand il y a eu le conseil des ministres du 13 mars, ils se sont rétractés. On dit que c'est une trentaine de sites. Mais donnez-nous la liste de cette trentaine de sites, qu'on aille préparer ces populations-là. Puisque vous ne les préparez pas, vous les surprenez. On ne nous donne pas la liste. Maintenant, les fameuses mesures qu'ils appellent actes forts,
qui n'a rien de fort parce que c'est même pas adapté aux besoins des déguerpis. Dans la logique là, on ne déguerpit pas des gens avant de les recenser. Si vous savez que vous devez les déguerpir, vous les recensez d'abord. C'est ça la responsabilité. Et puis c'est ça la logique, c'est le bon sens. On déguerpit les gens sans les recenser. Mais qu'est-ce que vous répondez à ces Ivoiriens qui disent que la société civile ivoirienne a démissionné face à cette vaste opération de déguerpissement à Abidjan? On leur dit d'abord que la société civile, c'est nous tous. Donc ce sont des lâches. Parce qu'eux-mêmes là, ils peuvent s'organiser aussi pour venir en aide aux déguerpis. Les déguerpis sont là, ils sont sur leur site, tout le monde peut leur venir en aide. Donc il faut leur dire d'abord, parce que beaucoup ne savent même pas ce que c'est que la société civile. La société civile, ce n'est pas seulement les organisations constituées comme les nôtres. Ben, nous parlons des organisations constituées de la société civile. Mais si c'est les organisations, en tout cas nous sommes organisés avec les déguerpis, comme je l'ai dit là, et on leur vient en aide, on les appuie sur tous les plans. On a même cherché des avocats pour eux et tout, donc nous, on ne se sent pas concernés par ces accusations. Honorable, d'aucuns parlent du non-respect manifeste des procédures légales et des droits fondamentaux, comme l'a souligné Pucherik Balé, parce que pour eux, des milliers de familles ont été ainsi détruites, de même que des écoles, des scolarités, des vies humaines. Comme point de vue, quel est votre point de vue sur la question? Ben, c'est des opérations qui se réalisent, il faut dire. En pleine entrée scolaire. Oui, c'est un constat que vous faites. C'est un constat que vous faites. Mais lorsque, durant tout le temps, il y a eu donc de la communication autour, en interne, des acteurs ont été rencontrés sur ce sujet donc, de déguerpissement. Depuis, le Premier ministre Biré Mambé était à la tête du district autonome d'Abidjan. Il y a eu donc de l'information, il y a eu de la sensibilisation, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est regrettable pour ce que vous êtes en train de dire en pleine année scolaire, mais il y a des solutions qui ont été trouvées. Mais il faut aussi voir des solutions qui sont trouvées. Il faut aussi voir que ces relogements qui sont faits, par exemple, le site qui a été pris par le gouvernement à Songon, mais il est prévu de construire donc, des écoles, il est prévu de construire donc, des espaces publics, de divertissement, etc., pour le bien-être de la population. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de solution, il y a des solutions. Un gouvernement responsable aurait pendant la saison sèche, un gouvernement responsable ne détruit pas des vies et des scolarités. Pendant la saison sèche, on fait des réunions avec ces populations. On leur dit, pendant les vacances, vous allez partir. Voilà comment vous allez partir. Voilà le site où vous allez partir. Et voilà les mesures d'accompagnement que nous vous offrons. Et on laisse l'année scolaire prendre fin. Et puis après, on déplace, on les déguerpit même pas. Donc on ne peut pas détruire la vie des gens et puis après venir proposer des solutions bidons qui n'apportent rien. Et même, tenez-vous bien, les fameuses solutions là, elles n'ont même pas été appliquées. Mais il y a aussi des familles... Pendant que les gens sont dans la rue, la criminalité a déjà augmenté. Il y a aussi des familles qui ont reçu des avertissements pour en tout cas quitter sur les différents sites. Sur quel site? Il y a des familles qui... Je veux des exemples. Il y a des familles qui reconnaissent avoir reçu des indemnités de la part du gouvernement. Non, je vous explique. Vous savez, il y a une différence entre les projets menés par le gouvernement avec des bailleurs et les projets que le gouvernement mène tout seul. Sur le projet du 4e pont, il y a une partie de la population de Boribana qui était concernée. Boribana est sur 21 hectares, il y a 7 hectares qui étaient concernés par le 4e pont. Ce sont les populations de ces 7 hectares-là qui ont été indemnisées. Et là même encore, c'est à 95%. Maintenant, ceux qui sont sur les 14 hectares-là, eux, ils n'ont jamais rien reçu jusqu'aujourd'hui. Donc, quand on dit qu'on a indemnisé les gens, il faut préciser que c'est une partie de ceux de Boribana. Maintenant, si on les a indemnisés, on leur a trouvé un site à Songon et puis on les a laissés là, c'est encore l'irresponsabilité. Parce que normalement, dans un projet, quand on a fini d'indemniser les gens comme ça là, on insiste pour que les gens partent. Et il y a une partie qui est partie. Maintenant, si l'autre partie est restée, c'est la faute de qui? Maintenant, on ne va pas les confondre avec la plus grande partie à qui on n'a rien donné jusqu'à ce jour. Merci. Et tous les autres déguerpis. Merci Pucherik Balé. Nous allons continuer tout de suite, juste après cette réclame publicitaire.
Retour en plateau, vous êtes bien sur Reflet TV, le numéro 208 du bouquet Canal+. Vous suivez votre émission Entre des News, votre nouvelle émission d'analyse et de décryptage de l'actualité. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous parlons bien sûr du district d'Abidjan que deviennent les déguerpis des zones à risque. Avec moi en plateau, je rappelle, Pelchérik Balé et l'honorable Baudouin Yapo. Alors nous allons poursuivre avec les questions honorables. Est-ce que finalement, l'ensemble des déguerpis ont été indemnisés? Mais en voie d'indemnisation. Certains déjà indemnisés, d'autres en voie d'indemnisation. Je le disais... Mais pourquoi ça traîne? Non, écoutez, mais cela, ça a toute une méthodologie. Je vous dis que la question des déguerpissements devient aujourd'hui une nécessité. Il ne s'agit pas seulement que de zones à risque, mais devient aujourd'hui une nécessité. Voulez-vous qu'ici à Abidjan, nous continuions de voir des bidonvilles, des quartiers précaires, etc. C'est inadmissible pour ce que nous voulons d'Abidjan. Mais quand ça se fait, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. C'est vrai qu'il peut y avoir donc des corrections, il peut y avoir des critiques, etc. Mais c'est l'œuvre humaine, bien entendu. Mais il faut quand même que je le précise, qu'on fasse une différence entre le tissu autonome d'Abidjan et le gouvernement. Les îles de gouvernement ont ces initiatives pour Abidjan. Et quand ça intervient, le gouvernement, on peut réagir pour trouver des solutions, parce que c'est le gouvernement. Mais je ne vais pas accepter qu'on passe le gouvernement pour inhumain. Voilà. D'accord. Pelchérik Balé, réaction sur cette question? Oui, ils ne sont pas seulement inhumains. Non seulement ils sont très inhumains, ne le sont pas. Mais ils sont très incompétents. Et ils sont compétents. Que, normalement, ça, c'est vos appréciations, on ne détruit pas les gens pour chercher des solutions après. Un gouvernement compétent aurait prévu les dommages. Dans tous les grands projets qui s'exécutent, on fait ce qu'on appelle une étude d'impact environnemental et social. On ne fait pas les choses sauvagement. L'étude d'impact environnemental et social identifie et les impacts positifs, les impacts négatifs et les mesures d'atténuation. Et c'est en fonction de ça qu'on organise ce qu'on appelle, on élabore ce qu'on appelle un plan d'action de réinstallation. Donc, le district autonome d'Abidjan prend une initiative. Même si on veut croire qu'il a fait sans l'accord du gouvernement, au Conseil des ministres du 13 mars 2024, le chef de l'État a demandé que les opérations se poursuivent avec humanisme. Mais ça continue dans les mêmes conditions. Ça, c'est un. Deuxièmement, les mesures gouvernementales qui ont été prises ne sont pas appliquées. Il y a eu 5 mesures. Oui. Aucune n'est appliquée. Madame, vous savez, la première qui a consisté à donner des enveloppes de 250 000 aux différents ménages. C'est les fameux 250 000. Oui, on dit qu'on veut lutter contre les quartiers précaires. Madame, vous dites presque personne n'a reçu. Avec quelle maison on prend avec 250 000 à Abidjan ici, si ce n'est pas dans un quartier précaire? Ça, c'est un. Il n'y a que les populations de GESCO et de Banco 1 qui ont reçu une partie des populations de GESCO et Banco 1 qui ont reçu ces 250 000. C'est même pas eux tous. Alors qu'il y a des dizaines de sites qui ont été déguerpis. À quel moment on leur donne ces 250 000 alors que ça ne suffit même pas? Et puis, comme on recense les gens après les avoir déguerpis, il y a des fraudes, des listes frauduleuses. On prend le cas de Banco, j'en ai déjà parlé sur une autre antenne. Les propriétaires de cours, M. Banan, que vous avez vu tout à l'heure, eux-mêmes qui se connaissent entre eux, là, ils ont identifié 112 propriétaires de cours et 549 locataires. Bien. La liste du ministère identifie 203 propriétaires de cours et 1191 locataires. Dans les 1191 locataires, là, il y a des victimes qui ne sont même pas dedans. Honorable réaction sur cette... Mais pendant que vous êtes dans vos maisons, vous dites que les gens sont dans la rue, vous prenez votre temps pour les dédommager. Madame, le recensement se poursuit. Elle, son appréciation, c'est pas mon appréciation, c'est la logique. On ne recense pas après avoir cassé. Non, je dis, votre appréciation... C'est de l'incompétence. Non, madame, ayez quand même la modération des mots. Je dis... J'emploie les mots à leur place, c'est de l'incompétence. Parce que, je le répète, le recensement sur son cours. Votre appréciation est qu'il y a des listes frauduleuses qui se font établir. Ce n'est pas une appréciation, ce sont les faits. Mais si vous le constatez, il faut les dénoncer. Mais on l'a dénoncé. Voilà, mais si vous les dénoncez aux autorités compétentes, mais je le dis, à entendre Madame Balé, il n'est pas bien du tout de faire des déguerpissements. Oui, il faut faire des déplacements, pas des déguerpissements. Il n'est pas bien du tout de faire des déguerpissements. Je le dis parce que
déplacement, lorsque les autorités vont vers les populations, les sensibilisent, les informent. À quel moment? Certaines indemnisées, je le dis, il y a des témoignages. Oui, certaines indemnisées. Il y a même dans certains cas où il y a des locataires qui ont été, des propriétaires de maisons qui ont été indemnisés. Et puis, par mauvaise foi, qui continuent de faire payer leur maison par des locataires. Il y a même des coûts vendus. Et même, très clair. Et quand le moment arrive, mais c'est ces locataires-là qui se retrouvent dans la rue. Certains sont informés, bien entendu. Mais comme il n'y a pas la pression, mais ils se sentent à l'aise de rester dans ces conditions-là. Mais quand le gouvernement, quand les autorités compétentes, que ce soit le district autonome, intervient, mais c'est là on crie au diable. Mais je vais vous dire que c'est l'œuvre humaine. Il peut y avoir quelques critiques données, mais il faut relever que les déguerpissements sont une nécessité. Il faut relever que le gouvernement trouve des solutions à ces déguerpissements. Quand des personnes, aujourd'hui, à Songon, mais quand vous dites que ces mesures qui ont été prises n'ont pas été encore, mais combien de temps elles ont été prises? Mais elles vont être mises en œuvre. Mais c'est des ressources publiques, madame. Un gouvernement responsable prend des mesures avant de déplacer. Elles vont être mises en œuvre. Merci, allez-y rapidement, 30 secondes. Après, vous aurez 30 secondes et c'est terminé. Il y a une chose à préciser, c'est qu'on prétend qu'on veut sauver des vies humaines en faisant ces déguerpissements. Mais il est mieux que les phénomènes naturels tuent 10 personnes par an plutôt que le gouvernement lui-même, qui est censé protéger des populations, les agresse de la sorte et que sur place là, il y ait non seulement des personnes qui meurent de AVC, des personnes qui meurent des suites de leurs blessures. Il y a des gens qui ont cassé leur maison sur eux. Ah bon? Oui, il y a une petite même qui a été électrocutée à l'abattoir avant-hier. Mais par accident. Donc, ce n'est pas une histoire d'œuvre humaine. C'est une histoire de concevoir le développement et de le mettre en œuvre de façon responsable. Madame, voilà. Il y va de la responsabilité de la population. Mais lorsque vous avez été informé d'un déguerpissement, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous rentrez en conflit avec les autorités publiques. Mais il y a un conflit. Et il y a de l'accident. Et il y a de l'accident. Mais quand vous dites que certaines personnes cassent maison sur elles, mais il y a des dates qui sont données. C'est faux. Madame, c'est pas vrai. Dites la vérité. Ne faites pas de la manipulation. Ça dit que je ne peux pas croire. C'est pas de la manipulation. Pourquoi on ne va pas casser à Cocody partout n'importe comment? On ne va pas casser à Makuri partout n'importe comment. On parle de la démarche. Il y a de l'information, il y a de la sensibilisation. Les gens ont une date. Ce n'est et ces personnes refusent de partir. Donc les gens se mettent en conflit. On casse donc les maisons sur elles. Non, pas du tout. Mais quand les machines sont là, quand vous êtes en conflit avec l'autorité, mais l'autorité sévit. Les machines suivent. Non, ça ne suit pas. Elles sont là comment? Merci, c'est la fin de cette deuxième partie. Nous parlions tout à l'heure, bien sûr, des déguerpissements à Abidjan, sur ce que deviennent les zones à risque. Place maintenant au troisième et dernier sujet de cette émission Entre des News, que nous vous invitons à suivre chaque jour, du lundi au jeudi à partir de 20h15 sur les antennes de Reflet TV. Maintenant, affaire Parc à bétail, le nouveau site ouvre ses portes. À quoi répond donc la délocalisation du parc à bétail de Port-Boué vers Adjamé, honorable Boudon-Yapo? Mais cela est toujours un souci d'assainissement. Vous voyez que pour ceux qui ont bien connu ce parc à bétail, mais c'est insalubre. C'est pas du tout admissible pour un cadre où on pas acheter de la viande, on pas acheter du bétail tout court, mais vraiment c'est inadmissible. Donc dans un souci d'assainissement, le district d'Abidjan a aménagé un autre cadre à Adjamé, avec jusqu'à plus de 18 hectares, pour permettre un cadre plus salubre, plus propre, pour que les populations, et surtout dans le bien-être des populations. Mais insuffisant pour soutenir, pour accueillir le nombre de têtes. Mais oui, c'est 18 hectares. C'est 18 hectares, je pense que ça s'est ouvert. Et puis bon, aujourd'hui, quand vous y allez, mais c'est suffisant. Richard Ballet, réaction sur vraiment merci. Merci beaucoup. Ça va dans la même veine que les déguerpissements abusifs qui ont cours, et toujours par le même district d'Abidjan. Il faut faire la différence entre identifier un site et l'aménager. La différence est énorme. Des gens sont installés partout à Abidjan
parce qu'en principe, le site qu'ils ont identifié là devrait accueillir tous les parcs à bétail d'Abidjan. À l'abattoir, il y a 2 parcs à bétail. Un parc pour les petits ruminants et un autre pour les gros ruminants sur une superficie de 17 hectares. Nous, on a parlé avec les acteurs de la filière. Ils ont été informés par le district qu'on voulait les déplacer à Adjamé. Il y a eu des réunions avec le district. Ils ont demandé au district d'attendre parce qu'il y a la Tabaski qui approche. Et 2 semaines avant que la Tabaski ne soit donc le 1er, on les surprend comme d'habitude au milieu de la nuit et on vient casser l'abattoir. Et avec le parc à bétail, on rase carrément 6 autres quartiers de tout abattoir. Vous voyez, donc d'abord même dans la procédure, il y a eu des abus. Non seulement ils n'ont pas accédé à la doléance des marchands à bétail de partir après la Tabaski, mais en plus, ils ont rasé et les parcs à bétail et des habitations. Maintenant, pour ce qui concerne le nouveau site, il n'y a pas eu d'aménagement. Avant-hier même, je suis passée à Bobo. Eux qui parlent d'assainissement, là. Le site n'est pas aménagé. Alors, les commerçants disent, les marchands de bétail disent qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Ça, c'est déjà un. Et ça prouve que ça n'a pas été bien planifié. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Ce n'est pas aménagé. Chacun n'a pas son enclos. On n'a jamais dit aux gens, bon, venez, on va vous montrer vos places où vous devez aller. On dit c'est à jamais, point. Chacun s'en va, il se débrouille. Voilà. Ensuite, les animaux n'ont même pas d'abreuvoir. Donc, actuellement, même en saison pluvieuse, c'est la même insalubrité qu'on dit vouloir combattre là. C'est la même insalubrité qui est là-bas, avec des nuisances même en plus. Nous allons vérifier cela maintenant à travers ce reportage. Les commerçants de bétail ont été sommés depuis le dimanche 2 juin dernier de quitter le parc à bétail de Port-Boué et se rendre désormais sur un nouveau site à Adjamé, lequel site a été inauguré officiellement le mercredi 13 juin dernier. On en parle bien sûr avec Ismaël Traoré. On regarde et puis on revient. Le district autonome d'Abidjan, en partenariat avec le ministère des Ressources animales et halieutiques, a inauguré ce mercredi 12 juin 2024 la foire de la Tabaski sur le nouveau parc à bétail. Ce site d'environ 20 hectares est facilement accessible, a été aménagé dans la commune d'Adjamé, l'une des plus commerçantes de la Côte d'Ivoire, pour offrir aux fidèles musulmans un service de qualité dans le respect des normes d'hygiène et d'assainissement. La cérémonie a été également honorée par la présence de M. Danyogo Komissiri, représentant le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a mis en place un groupe technique de travail que nous appelons GTSAM, a mis en place une plateforme de collaboration. Les populations peuvent sereinement se déplacer sur les différents marchés pour s'approvisionner en moutons et même pour certains en bovins. Le choix d'implanter ce nouveau parc à bétail à Adjamé réjouit le député Messouma Rofarikou qui voit en cette initiative une opportunité pour les musulmans d'acquérir un bélier dans un environnement sain et sécurisé. Actuellement, nous avons près de 150 000 têtes de bœufs et de moutons sur ce site-là. Et il y a des arrivages encore. Nous pensons que d'ici vendredi, nous allons recevoir plus de 200 camions venant de l'Interland pour le bonheur des Ivoiriens. Alors, concernant les prix, comme j'ai cru entendre tout à l'heure, comparativement aux autres années, moi, je pense que les prix sont abordables. Le ministre-gouverneur Ibrahima Cissé Bakongo, représenté par le premier vice-gouverneur, le ministre Dao Paulin Claude, a souligné que cette relocalisation est conforme à la vision du district autonome d'Abidjan de lutter contre le désordre urbain. Le district d'Abidjan, à travers l'action menée par le ministre-gouverneur Cissé Ibrahima Bakongo,
a pour objectif de faire en sorte que les Abidjanais vivent de plus en plus dans un cadre assaini, vivent dans des conditions de vie meilleures et surtout puissent vaquer correctement à leurs occupations. Rappelons que ce sont 23 personnes qui ont été interpellées le samedi 1er juin 2024 à Port-Boué lors d'une scène chaotique où des personnes se sont opposées à la délocalisation du parc à bétail en affrontant les forces de l'ordre. La fête de la Tabaski sera célébrée ce dimanche 16 juin 2024 sur l'ensemble du territoire national. Voilà, vous le constatez, le nouveau parc à bétail d'Adjamé est désormais opérationnel, inauguré hier mercredi. Honorable, votre réaction sur cette action posée par le gouvernement? D'abord, il faut dire que dans la mise en œuvre de cette délocalisation, tous les acteurs ont été mis à contribution. Même la mairie de Port-Boué, les acteurs de la filière et le district autonome d'Abidjan lui-même. Il y a eu des réunions techniques. Alors, c'est-à-dire que je ne peux pas accepter que l'on vienne dire que ces acteurs ont été surpris. Même quand ils parlent de la fête de Tabaski qui approche, c'est une question de timing. Mais quand la fête de Tabaski finit, mais il y a autre fête qui arrive après, il faut toujours qu'il y ait un temps d'exécution. Et c'est l'autorité qui décide. Est-ce qu'à Adjamé, on ne peut pas aller acheter du bétail? Mais non, c'est possible. Mais il y a aussi la question de la capacité du parc à bétail d'Adjamé qui est inférieure à celle de Port-Boué. Mais quand ce problème se pose, est-ce que l'État a pu faire? Non, c'est ce que le district autonome d'Abidjan, j'allais dire, a pu faire. Mais cela, quand on trouve que rien n'y a été fait, mais lorsque ça a été aménagé, et qu'après, il y a des travaux qui peuvent être développés sur ce site, il peut y avoir donc des infrastructures qui vont permettre à ce qu'il y ait donc de la surface en hauteur pour faire ce même commerce. Donc, on ne peut pas dire que pour une question d'espace, etc., il faut faire en sorte que l'abattoir de Port-Boué reste à l'État. C'est pas acceptable. Parce que nous connaissons tous ce qu'est l'abattoir de Port-Boué. Mais c'est une porcherie. C'est des vies humaines aussi qui sont menacées. Voilà, il faut comprendre cela. Donc c'est une initiative noble, mais aujourd'hui, parce que tout de suite, madame est en train de parler, c'est vous allez venir à ce sujet, ces populations qui vivent aux alentours de l'abattoir, qui sont impliquées dans ces déguerpissements, etc., ont été informés, sensibilisés avec la mairie de Port-Boué. Je vous dis que le maire de Port-Boué avait fait un communiqué pour se dire surpris. Et le district autonome d'Abidjan a fait aussi un communiqué pour relever la mauvaise foi de la mairie de Port-Boué. Alors qu'ils ont été associés à tous les niveaux. Mais c'est de la politique parce que, à visée électoraliste, mais on veut faire croire qu'on n'a pas été associé à cette initiative de déguerpissement de ces quartiers assez précaires aux alentours de l'abattoir de Port-Boué. Voilà, parce que les gens veulent faire, partout on veut faire de la politique, partout on veut faire de la manipulation, partout on veut manipuler les émotions, les sentiments, mais on ne peut pas faire de la politique partout. C'est ce qu'il faut faire noter. Et je ne peux pas accepter qu'on trouve que l'action du gouvernement ou l'action du district autonome d'Abidjan soit attentatoire à la vie humaine. C'est inadmissible. Merci, honorable Pluchéric Balé. Revenons sur les conséquences directes de cette démolition de l'abattoir de Port-Boué et ainsi que le changement de site de Port-Boué vers Adjamé. Les conséquences directes sont énormes. Comme on l'a dit tout à l'heure, les marchands à bétail étaient informés, mais c'est la date de départ qui les a surpris, parce qu'on ne déplace pas les animaux comme on déplacerait un sac de vêtements. Voilà. Et donc, je trouve que c'est dangereux de politiser le problème. Parce que nous sommes en train de parler de la vie des gens. Nous sommes en train de parler de l'activité économique des gens. Et si le maire de Port-Boué se dit surpris, ce n'est pas par rapport au déguerpissement de ces marchands-là, mais c'est par rapport à la manière dont ça s'est fait. Je l'ai dit tout à l'heure, les marchands eux-mêmes reconnaissent qu'il y a eu des réunions, mais ils étaient en train de négocier que ça se fasse après la Tabaski. Et même s'il y a des fêtes après la Tabaski, c'est la fête du mouton. Et là, on est en train de parler de bétail. Donc, c'est une fête très importante par rapport à ces bêtes-là. Donc, les conséquences directes, c'est la destruction d'activités économiques,
c'est la destruction d'emplois, mais aussi même de logements, parce qu'au-delà de l'abattoir, ils ont détruit beaucoup Et aujourd'hui, les marchands à bétail ne savent pas à quel sein se vouer. Parce qu'au lieu de développer, le gouvernement navigue à vue. On prend un site dont la capacité est insuffisante. C'est par rapport à quoi? Ça répond à quoi? Normalement, il y a un projet de construction d'un abattoir international à Niama. Un projet qui est vieux de plus de 10 ans. Il aurait fallu réaliser ce projet-là pour déplacer tranquillement tout le monde là-bas, au lieu de prendre des décisions intermédiaires, prendre un site provisoire dont la capacité est insuffisante. Mais les marchands se plaignent aussi de quelque chose. Sur le site là-bas, puisque la place ne suffit pas, il y a une surenchère qui se fait. Pour trouver une place, il faut payer pas de porte. Les camions même qui viennent, parce que bientôt, ça va rendre la viande plus chère. Voilà. À Port-Boué, c'était 130 000. Maintenant même, il paraît que ça va jusqu'à 1 million. Donc, vous voyez qu'il y a un problème. Et tout ça, ça aura des répercussions sur la qualité de la vie. Parce que les gens devront bien mener leurs activités. Et bon. Merci. Honorable, dernière question pour vous. Vous êtes vraiment conscient que ce déguerpissement des commerçants de bétail de Port-Boué aura des répercussions sur la fête de la Tabaski et ainsi que le coût du kilogramme de la viande? Alors, aujourd'hui, on vient de montrer les images du site du site non aménagé. Du site. Des sites à Seni, à Djamé. Vous allez constater que il y a donc les Ivoiriens qui se bousculent pour trouver donc du mouton. Alors, ça veut dire que c'était donc possible. Mais s'il n'y avait personne là-bas... Où sont les marchands qui n'ont pas eu de place? S'il n'y avait pas de personne... avec leur famille? Mais avec le temps, ça peut se décider. Quel temps? Non, ça peut mais après, non, je le dis. C'est ça le vrai développement. Madame, quand le problème est posé, on trouve des solutions. Non, mais le problème, on le crée soi-même. Madame, on a estimé d'abord que la bataille de Port-Boué n'est pas commode. Et quand ce n'est pas commode, on trouve une solution d'abord. Maintenant, s'il y a des manquements, s'il y a des insuffisances, on corrige. Voilà. Donc aujourd'hui, à Djamé... La bataille est commode. Pas du tout. Est commode, madame. En tout cas, les marchands s'en plaignent. C'est pas aménagé, c'est fois que l'abattoir... Non, madame, il n'y a pas assez de place. Mais 10 fois que l'abattoir de Port-Boué. Merci honorable, merci Pulchérik Balé. Nous avons épuisé nos 3 sujets du jour. À présent, nous faisons place à nos 2 rubriques, le carton rouge et les chiffres du jour. Je rappelle que dans le carton rouge, chaque jour à tout drôle, nos consultants feront un coup de gueule sur un sujet d'actualité. Place maintenant à cette rubrique après ce jingle. Nous sommes maintenant dans la rubrique Le carton rouge. Chaque jour, à tout drôle, nos consultants feront des coups de gueule sur des sujets qui font l'actualité ou pas, en 2 minutes 30. Après quoi, l'autre consultant aura l'occasion de rebondir sur le sujet abordé. Pulchérik Balé, la parole est à vous. Nos téléspectateurs vous regardent. OK. Mon carton rouge porte sur la cherté de la vie. C'est un phénomène qui dure et qui perdure, et même qui empire. Aujourd'hui, sur le marché, les denrées sont très chères. On peut dire à quelqu'un, tu peux ne pas manger de tomates ou de piments si tu trouves que c'est cher. Mais par rapport aux factures de CIE et SODECI, vraiment, il y a un problème. Le gouvernement a annoncé une augmentation en juillet 2023, disant que les 15 ampères et plus auront une augmentation de 10%. Mais déjà à cette période, ceux qui avaient les compteurs à 4 ont subi une augmentation de 50%. Ensuite, à la fin de l'année, on nous a annoncé une augmentation de 10% pour tout le monde. Mais la réalité aujourd'hui est que l'augmentation se fait dans le désordre. Certains ont une augmentation de 30%, d'autres 40%. Ça va jusqu'à 150%. Et il en est de même pour les factures de SODECI. Donc vraiment, mon carton rouge va à l'endroit du gouvernement sur toutes ces questions, parce que la question de la cherté de la vie est transversale. Je m'en suis tenue aux factures parce que c'est vraiment pas logique que chacun ait son taux d'augmentation, et on ne peut même pas négocier parce qu'on est dans une situation de monopole. On vous impose de payer cette facture. Donc vraiment, au nom de tous les Ivoiriens, nous désapprouvons cette façon dont la CEI et la SODECI abusent de nous.
Merci, Pulchérik Balé. Honorable Baudouin Yapo, réaction ou question? Alors, il faut dire que c'est vrai. C'est ce que les ménages subissent parce que les factures ont quand même augmenté. C'est un constat. En janvier 2024, le gouvernement a annoncé l'augmentation à 10% donc de l'électricité. Il faut relever que l'électricité, c'est-à-dire que le kilowattheure est produit à 89 francs, alors que dans la consommation, l'Ivoirien donc paye 79 francs. Donc il y a même un gap de 10 francs que l'État assurait, que l'État subventionnait. Mais aujourd'hui, l'État estimait qu'avec tous ces investissements qui sont faits en matière de production électrique et de couverture d'électricité, vous voyez, vous savez, ici en Côte d'Ivoire, presque tous les villages aujourd'hui sont électrifiés. On était autour de 1000, plus de 1000 mégawatts. Aujourd'hui, on est autour de 3000 mégawatts. Donc, il y a de la production qui est faite et ça a un coût. Ça a un coût, il y a de l'extension, des villes, des quartiers. Donc, tout ceci a un coût. Donc, cette augmentation n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire. Vous voyez l'actualité. Au Sénégal, on parle de 20%. Là où en Côte d'Ivoire, on parle de 10%. Au Ghana, ils sont autour de 30%. Dans les pays comme la France, on parle de 35%, etc. Donc, c'est une réalité. Le point de l'électricité est une réalité mondiale. Mais je pense que le gouvernement est sensible vis-à-vis donc de cette réalité. Des solutions continuent d'être prises. Elle n'a pas de l'acheter de la vie, mais à tous les niveaux. Il y a des facteurs qui peuvent être reconnus comme aussi bien exogènes qu'endogènes, mais le gouvernement prend des mesures. Merci, honorable. Voilà. À vous maintenant la parole pour votre coup de gueule, votre carton rouge que vous adressez à. On regarde. Alors, je veux parler de la question de la dette. Nous avons en face l'opposition qui fait de la politique autour de cette question. Là, on veut nous faire croire que la dette est mauvaise pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai. La dette ne peut pas être mauvaise pour la Côte d'Ivoire dans le sens où, comme partout au monde, cela répond à une politique des finances publiques où l'État, si en face l'État a des charges, l'État a bien donc de ressources. Et l'un veut réinventer le monde. Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que la Côte d'Ivoire est très endettée parce que la dette est mesurée selon le niveau de richesse d'un pays. Et quand vous voyez les indicateurs, là nous sommes autour de 60% de notre PIB, alors qu'en 2008-2009, nous sommes autour de 70%. Mais ça veut dire que la Côte d'Ivoire est moins endettée aujourd'hui qu'avant. Ça, c'est des questions qui sont très techniques. Vous prenez d'autres pays, mais pourquoi le constat est fait que la plupart des pays les plus riches au monde, les pays les plus développés au monde, sont les plus endettés au monde? Ça, c'est connu de tous. Mais on peut faire de la politique, de la manipulation autour de la question de la dette. Je dénonce cela parce qu'avec toutes ces réalisations, tous ces efforts consentis par le gouvernement, on veut amener dans la population à désapprouver les efforts du gouvernement et c'est inadmissible. Alors, c'est mon coup de gueule. Je refuse qu'on prenne donc la question de la dette comme une menace pour notre économie, pour notre pays. Merci, honorable Pulchérik Balé. Quelle réaction faites-vous? Question sur ce coup de gueule de Baudouin Yapo. Oui, en fait, en fin d'année 2023, il y a 2 rapports de la Cour des comptes qui ont circulé et qui ont donné des exemples de fonds qu'on avait empruntés et qui avaient été mal utilisés par certains ministères dans le cadre de certains projets. Donc, moi, je pense qu'on n'a pas besoin forcément de nous endetter pour nous développer. Ou du moins, si on doit s'endetter pour se développer, il faut utiliser l'argent de cette dette-là au développement de façon réelle. Il faut les investir dans les infrastructures pour lesquelles cet argent-là est prévu, plutôt que de les détourner. Donc, si on continue de s'endetter, c'est parce qu'on n'utilise pas à bon escient l'argent de cette dette. Il faut donc combattre la corruption
avant de continuer à nous endetter. Merci Plucherik Balé. Place maintenant à la dernière rubrique de cette émission. Le chiffre du jour, je rappelle chaque jour, un chiffre est à l'honneur en rapport avec la vie de la nation ivoirienne. On revient juste après ceci. Alors, le chiffre du jour, c'est 15 000 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que ça vous dit, Plucherik Balé, honorable Baudouin Yapo? Bon, dans le dernier Conseil des ministres, il y a une communication. C'est bien ça. Alors, le Conseil des ministres a adopté le mercredi dernier la programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2025-2027, fixant le budget de l'État ivoirien pour 2025 à 15 301,9 milliards de francs CFA, soit une hausse de 11,5% par rapport à l'année précédente. Plucherik Balé, qu'est-ce que ça représenterait pour vous en tant qu'Ivoirienne? Quoi, les 15 000 milliards? Ah oui, budget. Bon, normalement, un budget, il se construit sur les besoins des ministères et des différentes institutions. Mon problème, c'est la gestion de ces 15 000 milliards. Ce n'est pas le montant en tant que tel. Et là, il a augmenté encore. De 11,5%. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Ce n'est pas budgétivore pour vous? Qu'est-ce qui n'est pas budgétivore dans ce pays? On a déjà même des institutions budgétivores. Et c'est certainement même pour les entretenir que ça ne cesse de croiser. Madame, non, ça c'est votre appréciation. Bon, moi, je pense que on est toujours dans la dynamique de nous surendetter, on est toujours dans la dynamique de trouver de l'argent justement pour entretenir les institutions budgétivores. Ça c'est votre appréciation. Ça ne peut qu'être budgétivore. Madame, ça c'est votre appréciation. Et vous, quelle est votre appréciation? Ça ne peut qu'être mon appréciation. Mais il faut dire, parce que tout à l'heure parler de la Cour des comptes, qui a relevé quelques anomalies selon elle, etc. Mais la Cour des comptes est une institution qui a été mise en place par le président Ouattara et qui fait son travail. Heureusement. Mais c'est vrai qu'il fait son travail, heureusement. Mais c'est vrai qu'on peut avoir donc, quelques anomalies. Mais il faut tenir compte. C'est pas des anomalies. Il faut tenir compte de la baisse du taux de corruption en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y a des efforts qui sont faits pour... C'est quelle étude qui a dit ça? Oui, la Banque mondiale, madame. Il faut la corruption a baissé en Côte d'Ivoire. La corruption a baissé en Côte d'Ivoire. Et l'indice Mo Ibrahim le dit. Voilà, la corruption a baissé en Côte d'Ivoire, c'est factuel. Et s'il y a des cas de corruption qui sont connus, mais c'est vrai que tout n'est pas parfait. Mais c'est pourquoi, il faut toujours continuer le travail pour que la corruption disparaisse. Honorable, dernière question pour vous. Qu'est-ce qui justifie cette hausse de 11, quelques %? Mais c'est parce que les charges de l'État augmentent. C'est les besoins des populations. Pendant que les Ivoiriens se plaignent. Dans ce contexte de cherté de la vie. Mais écoutez, ces charges de l'État, mais ce n'est pas que l'animation de certaines institutions. Mais c'est pour parler de la réalisation de certains projets, de la réalisation des infrastructures qui continuent, de la réalisation des projets pour emploi, des projets pour des projets agricoles, et dans tous les domaines. Parce qu'il faut bien lire dans ce budget, intéresse tous les secteurs, au niveau de la société, au niveau de l'économie, au niveau même de l'animation, de l'appareil politique et institutionnel du pays. Mais ça a un coût. Merci, honorable. Voilà, ça a un coût. Ça vous dit que les Ivoiriens aujourd'hui ont des ressources, créent des ressources pour supporter leurs charges et pour se développer. Nous sommes malheureusement au terme de cette émission. Voilà. Rapidement, c'est une nouvelle émission dans le paysage télévisuel ivoirien, même si nous ne l'avons pas abordé en début d'émission. Comment est-ce que vous avez accueilli cette émission? En 30 secondes, rapidement. Non, personnellement c'est une très bonne initiative. C'est une émission qui ouvre le débat et qui invite au débat contradictoire. Et je ne peux que le saluer. Ok. Plucherik Balé, pour terminer. Oui, tout ce qui va dans le sens du débat public est important pour la démocratie. Et comme je le dis toujours, nous ne sommes pas dans un état de droit. Donc il faut qu'il y ait des tribunes où on dit certaines vérités. Pourquoi nous ne sommes pour pas que le public soit informé des réalités et qu'il puisse se faire une opinion qui soit éclairée, objective,
Donc, nous voulons adresser toutes nos félicitations à Reflect TV pour cette initiative. Pourquoi nous ne sommes pas dans un état de droit, Merci à vous également d'avoir honoré cette Nous invitation. sommes dans un état de droit. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission qui est encore une nouvelle fois l'expression de la démocratie en Côte d'Ivoire. Dans cette émission, nous avons abordé 3 sujets. Il s'agissait bien sûr du premier sujet qui parlait du nouveau code pénal en Côte d'Ivoire. Nous avons aussi parlé des USA qui suspendent une aide pour la construction d'une voie rapide à Abidjan liée aux opérations de déguerpissement dans le Grand Abidjan. Et puis dans la 3e partie, nous avons parlé de l'affaire Parc à Bétail, le nouveau site qui a ouvert ses portes hier mercredi. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre sur Reflect TV, le numéro 208 du bouquet Canal+. Cette émission est à retrouver également sur Facebook, YouTube, Twitter, Reflect TV ou sur notre site internet www.reflet.tv ou bien sur la TV d'Orange et MTN. Portez-vous bien et bonsoir.